Le Kremlin a annoncé qu'ils avaient repoussé une contre-attaque ou une offensive massive des troupes de Kiev. Oui, sur un front long de 95 km dans l'Est. Vous allez nous donner tous les détails, Nivine Potros. On l'a appris il y a à peu près une demi-heure. Oui, effectivement, information du ministère russe de la Défense qui affirme donc avoir déjoué une attaque ukrainienne toujours dans cette zone de Bakhmout, mais plus précisément au nord de Bakhmout, à proximité de la ville de Soledar, puisque le ministère russe nous dit ceci: les forces armées ukrainiennes progressent en direction de Soledar sur toute la ligne de contact de 95 km. Ils ont mené 26 attaques sur la ligne de front. Des attaques selon Moscou, évidemment, déjouées, repoussées. Aucune percée dans la défense des troupes russes n'a été possible. Les Russes qui ajoutent évidemment être parvenus à avoir détruit un bon nombre de matériel ukrainien dans la direction de Soledar. Donc plus de 1000 militaires et 40 chars ukrainiens ont pris part à ces opérations offensives. Plus de 540 de leurs combattants ont été tués. 8 chars et plus de 20 véhicules blindés ont été détruits. Cette information, elle vient confirmer les rumeurs des 1000 blogueurs russes qui, dès hier soir, dès cette nuit, indiquaient avoir repéré plusieurs tentatives de percée ukrainienne aux abords de Bakhmout dans 4 villages, 3 situés au nord, 1 situé au sud de Bakhmout. Des 1000 blogueurs qui précisaient par ailleurs que le but, évidemment, pour les Ukrainiens, c'était ensuite de tirer ces positions pour essayer de reprendre le nord-ouest de Bakhmout, essayer également une percée via le sud. Mais contrairement à ce qu'affirme le ministère russe de la Défense, c'était très intéressant. Les 1000 blogueurs russes, eux, ils reconnaissaient dès hier soir un succès ukrainien, puisque par exemple, ce 1000 blogueurs proches de Wagner disait la percée des forces armées ukrainiennes dans la région de Bakhmout a malheureusement été couronnée de succès. Ce n'est pas du tout le même discours que Moscou. Les forces armées russes ont encore perdu plusieurs kilomètres carrés. Très intéressant également d'observer que donc cette attaque contre Soledar, elle avait déjà elle aussi été repérée, déjà annoncée par ces blogueurs militaires qui expliquaient qu'effectivement, dans la région de Soledar, l'ennemi a progressé, a organisé une percée avec plusieurs unités. Là aussi, des détails qui sont livrés par ces blogueurs avec des groupes blindés, chacun disposant de 2 à 3 chars. Les forces armées ukrainiennes tentent de prendre les positions russes. La situation est difficile. On le voit, le discours entre ces blogueurs militaires et celui du ministère russe des Affaires étrangères n'est évidemment pas le même. Kiev, de son côté, n'a pas réagi, n'a ni confirmé ni infirmé les informations dès hier soir des blogueurs russes et n'a pas commenté non plus les toutes dernières déclarations du ministère russe de la Défense. Grand merci pour ces précieuses informations, Nivine Potros. Alors il y en a un, vous allez le voir, vous allez surtout l'écouter, qui avait prévu cette offensive. Lui qui, dans une vidéo publiée, mettait en cause Volodymyr Zelensky, l'accusant hier devant la BBC d'avoir menti, d'avoir parlé de ses difficultés. Or, il n'en était rien. Il, c'est Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, et on l'écoute. En fait, la contre-offensive bat déjà son plein. Les Ukrainiens tentent de pénétrer sur les flancs de Bakhmout, et malheureusement, ils y arrivent à certains endroits. Donc je l'ai déjà dit, et je le répète, le plan ukrainien est en action. Ils nous attaquent, et nous les attaquons. Pour eux, il est important de percer dans la direction de Bakhmout, et la prochaine étape sera Bryansk et Zaporijjia. Colonel, est-ce que le plan d'action dont parle Evgeny Prigojine est en action? On le voit là, 26 attaques, plus de 1000 militaires, jusqu'à 40 chars, nous dit le ministère russe de la Défense. Ça ressemble à un début de contre-offensive ou pas? Ça peut y ressembler. Dans le sens où il y a certains chiffres qui vous disent qu'il y a quand même une action importante quand on parle de 90 km de front et qu'on veut chercher à repousser, voire après à faire craquer. Et là, vous ouvrez une porte qui permet après à une force suffisante, on va dire, pour aller faire une vraie percée et attaquer dans la profondeur. Maintenant, pour l'instant, quand on dit simplement 1000 militaires accompagnés par des chars, etc., ça peut vouloir dire deux choses. Soit que de toute façon, si les
Ukrainiens concentraient une force plus grande, ils sont sûrs qu'ils auraient été décelés et donc contre-attaqués, et donc ils auraient pu avoir une interruption de leur attaque simplement parce qu'ils auraient été attaqués avant de commencer à rentrer au contact. Donc ça, c'est la réalité du combat sur le terrain, ça veut dire qu'il faut laisser les choses se déployer dans le temps. Soit l'autre solution, c'est qu'en fait, c'est juste une opération de contre-attaque, on va dire, multiple, locale, pour essayer de réaligner une ligne de front favorable, en vue peut-être de quelque chose ultérieur. Est-ce que ça veut, pardon colonel, je vous laisse terminer, mais est-ce que ça peut avoir valeur de test? Est-ce qu'on peut parler de ça quand on est militaire et quand on parle d'offensive? Vous avez un célèbre cas historique, l'affaire du débarquement des Canadiens à Dieppe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, on a débarqué une unité canadienne qui a été massacrée sur la place de Dieppe, mais qui, malheureusement pour eux, a servi aussi de leçon pour les débarquements futurs. Donc ces soldats canadiens courageux se sont sacrifiés pour que leurs suiveurs puissent réussir. Ce qui est en fait le fait de toute guerre. La première vague d'assaut est généralement une vague d'assaut dans laquelle malheureusement pas grand monde va rentrer. C'est grâce à cette première vague d'assaut qu'il peut y avoir le succès sur la deuxième vague d'assaut. Ce qui arrive sur les images de débarquement quand vous voyez le film Le Soldat Ryan, vous comprenez bien que les premières unités qui débarquent vont au sacrifice par rapport aux autres qui sont derrière. C'est ce que dit aussi le président Zelensky en disant que justement, il se pose sur la question de l'acceptabilité des pertes. C'est qu'il sait très bien que les premiers qui vont rentrer en contact vont avoir des pertes lourdes. Et c'est ce qu'on appelle du shaping ou du modelage ou pas du tout là? Si vous le limitez à ça, je dirais que c'est pas suffisant. Si vous faites du shaping, du modelage, il y a la communication qui est derrière, les actions dans la profondeur, c'est-à-dire quelles sont les frappes que les Ukrainiens font dans la profondeur à ce moment-là. Et là, vous commencez à avoir une action d'ampleur qui se prépare. Là, je dirais, en l'état actuel des informations que l'on a, ça peut en être, mais je vous l'affirmerai pas. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi s'arrêter sur un fait, toujours selon le ministère de la Défense russe, la Russie dit avoir repoussé une offensive. Il faudrait peut-être aussi parler de ce mot, repousser. Ça veut dire que les Russes n'auraient pas cédé encore une fois, puisque ni Kiev, ni, à part ce communiqué de Moscou, ne parle véritablement de ce qui s'est passé sur le terrain. Alors, ce qu'on sait, c'est que les Russes, depuis longtemps maintenant, préparent des lignes de défense assez solides, justement, dans la perspective de la contre-offensive ukrainienne. Et s'ils ont attaqué sur toute une longueur de front de 95 km, aussi, les Ukrainiens, c'est peut-être parce qu'ils cherchent à voir où sera le point faible des Russes, pour ultérieurement pouvoir s'engager et mettre le plus d'hommes possible à un point très précis où ils sentiront les Russes en situation de faiblesse. Donc effectivement, pour l'instant, on se rend compte que que ça ne ressemble pas à une contre-offensive majeure, comme on aurait pu l'imaginer il y a encore quelques semaines, mais que ça ressemble effectivement à une possibilité de tester les Russes à différents points du front pour voir où ils sont le plus faibles. On va partir à Bakhmout parce que les combats, vous l'avez vu, continuent plus que jamais. Un point sur cette situation. Là aussi, c'est compliqué. On verra ça aussi, notamment avec vous, Xavier, de savoir qui dit la vérité, qui manque et ce qui se passe réellement sur ce territoire. On va écouter en tout cas un point sur la situation d'un commandant d'une unité spéciale, unité qui a participé aux nombreux assauts contre les troupes de Moscou. Nous passons à travers les mailles du filet, pour ainsi dire, parce qu'ils ont battu en retraite et que l'armée ukrainienne a frappé leurs flancs. Les flancs de l'ennemi sont très faibles, ce que nos services de renseignement ont observé, et qu'un certain nombre de mesures ont été planifiées, qui sont encore en cours de réalisation à l'heure actuelle. Cela facilite l'entrée dans la ville et la mise en place de la logistique, bien que la situation dans la ville elle-même ne soit pas la meilleure. La situation à Bakhmout est très difficile, tendue et incontrôlable par moments, c'est vrai. Nous avons remporté quelques succès dans le sud, en frappant leurs flancs. Mais la situation est mauvaise dans la ville. L'ennemi a occupé une très grande partie de la ville. Nous contrôlons environ 15% de Bakhmout. Nous tenons bon. Nous tenons les gratte-ciel qui se dressent derrière l'unité militaire.
Et on va se poser aussi cette question sur ces propos d'Evgeny Prigojine. Souvenez-vous, vous en parlez hier. Est-ce qu'il mentirait lui aussi? Ça ne serait pas la première fois. Rappelons-nous ce qu'il disait hier. Il pointait du doigt le ministère russe de la Défense. Il accusait les soldats russes de la 72e brigade motorisée de fuir. Eh bien, les Ukrainiens nous disent aujourd'hui que c'est Wagner qui aurait fui en premier. Écoutez ce que nous dit le commandant ukrainien d'un bataillon qui était impliqué dans l'attaque du début de la semaine. Les premiers Russes à abandonner la zone de Bakhmout étaient des combattants de Wagner. Les soldats russes n'ont capitulé qu'après avoir été encerclés. Prigojine veut blâmer l'armée russe pour cet échec, mais ce sont de bons soldats qui se sont battus durement. Prigojine est un menteur. Alors, qui ment? C'est un peu ce qu'on essaye de voir depuis le début de cette journée, ou qui se protège, parce que tout ça est lié, Xavier, entre cette offensive ukrainienne que les Russes auraient repoussée, un Prigojine qui prévoit le temps avant la tempête, et qui, a priori, aurait peut-être menti en disant « les traîtres, ce sont les autres ». Or, vous venez de l'entendre, il y a peut-être quelques félons ou quelques soldats qui ne veulent pas se battre dans les troupes de Wagner. Alors, j'ai évidemment pas la réponse, mais je pense qu'il y a du mensonge un peu partout. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur les 95 km dont on a parlé, c'est pas une attaque sur l'ensemble des 95 km. C'est plusieurs contre-attaques. On en dénombre de 5 à 6 en fonction de comment on les compte, sur des lieux très précis où effectivement, notamment sur les flancs, où l'armée russe a reculé. Dans le centre de Bakhmout, on sait aussi qu'il y a eu une très légère progression des forces ukrainiennes. Et là, on serait peut-être face aux soldats de Wagner. Et ils auraient repris beaucoup parce que le commandant nous dit on contrôle 15% maintenant. Alors 15%, oui, mais je ne sais pas à partir de 15% de quoi? C'est un peu la question. Nous, on en était aujourd'hui à 90% quand je l'ai entendu dire 15%, mais évidemment, depuis ce plateau, on ne peut pas mesurer exactement. Ça se joue à chaque pâté de maison, à chaque croisement, à chaque rue. Ce qu'on voit sur l'action sur Bakhmout, on le voit très bien sur la carte, c'est que, en fait, les Ukrainiens ont réussi à dégager, j'allais dire, à nouveau, les voies d'approvisionnement et de retrait de la ville. Maintenant, de là à envisager, avec ces flèches pointillées bleues, une possibilité d'encerclement aujourd'hui de la ville de Bakhmout par les troupes ukrainiennes, a priori on en est loin, parce qu'il y a quelque chose qu'on voit moins bien sur la carte, c'est qu'il y a un relief qui est très important, notamment au niveau de Klishivka. D'abord, il y a le canal qui descend là, dont les Ukrainiens auraient réussi à repousser les Russes de l'autre côté. Alors ça, c'est intéressant pour eux, parce que ça leur fait une protection. Mais au niveau de la ville de Klishivka, il y a des collines qui seront difficiles à prendre pour les Ukrainiens dans un premier temps. On sait aussi qu'il y a eu des combats plus au nord vers Berestové. Il y a eu des combats aussi où les Ukrainiens ont progressé vers la ville de Vuhledar. Vous savez, là où les Russes avaient vécu une attaque extrêmement difficile, où ils avaient été décimés. Donc moi, à cette heure, depuis 3 jours, je compte 5 attaques où les Ukrainiens ont progressé. Mesurer exactement les kilomètres carrés des attaques, c'est compliqué. C'est compliqué un peu pour tout le monde. Vous verrez que du côté des Russes, et notamment des médias russes, c'est compliqué d'avouer un certain nombre de choses. C'est surtout compliqué, vous allez l'écouter, et ça c'était avant qu'on apprenne que les Ukrainiens avaient lancé une contre-offensive, de savoir où on en est après un an de guerre. Je pense que la question la plus importante cette année est de savoir ce qui sera réellement une victoire pour nous et ce que nous attendons de la victoire. Pour nous, c'est au moins la libération des 4 régions que nous avons inscrites dans notre constitution. La question est de savoir si ce sera vraiment une victoire. Je veux dire qu'à l'origine, nous voulions repousser les frontières de l'OTAN et ce n'est pas encore le cas. Si l'on tient compte du fait que l'Ukraine n'a jamais été membre de l'OTAN, l'opération militaire en Ukraine ne fait en aucun cas reculer les frontières de l'OTAN. La question est tout autre. Nous ne savons pas nous-mêmes, à l'heure actuelle, en mai 2023, ce qu'est exactement la victoire et ce qu'elle sera.